un soir, on était rentrés et j'étais tombée sur une émission où il y avait un prêtre exorciste qui parlait justement des exorcismes et des choses comme ça. Et l'émission, elle est toujours ancrée dans ma tête parce que on en a parlé, mais est-ce qu'il y a encore de la place pour justement les exorcistes religieux, les vrais, pas ceux qui se prétendent? Est-ce que réellement il y a encore de la place? Le problème de l'exorcisme religieux, c'est qu'il est lié à la religion. Donc forcément, ils se battent contre quelque chose de religieux. Même nous, je veux dire, dans notre culture chrétienne dans laquelle on a évolué, on a grandi, on est né, je veux dire, nos parents, nos grands-parents, il y a quand même l'imaginaire chrétien qui est là, avec le diable, avec les trucs. En réalité, les possessions, on ne sait pas. C'est un univers un peu particulier, on sait que ça existe, hein, on a vu des choses se pratiquer, mais j'ai l'impression des fois que la possession s'adapte à la personne qui veut s'affronter à elle. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un ressenti. Après, c'est personnel, je veux dire, c'est moi qui le ressens comme ça, parce que petit, à travers ce que j'ai vu, à travers ce que j'ai lu, à travers les films, à travers des prêtres plus ou moins exorcistes que j'ai pu rencontrer dans mon existence, à travers leur vécu et leurs histoires, souvent c'est un peu ce qui ressort, c'est-à-dire que s'ils sont persuadés qu'ils vont voir un démon, forcément la chose qui va parler, c'est démoniaque. S'ils sont persuadés qu'ils vont voir quelqu'un qui est perturbé psychiquement, ils vont d'abord chercher le psychique avant de voir si réellement il y a une possession. Je veux dire, en réalité, c'est un peu comme chez les voyants, ce qu'on disait la dernière fois. C'est l'histoire que chaque voyant, ou chaque guérisseur, ou chaque truc, voit venir à lui des gens qui vont le conforter dans ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est des gens qui auront des problèmes que lui doit affronter à certains moments. C'est des gens qui vont venir. J'ai l'impression que dans l'exorcisme, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que les prêtres se retrouvent face à leurs propres peurs. Mais on les formate aussi pour ces peurs-là. C'est pas des peurs qu'ils ont forcément en eux, c'est des peurs auxquelles on les formate à se préparer. Il y a les prêtres religieux, enfin, les exorcistes religieux de la religion catholique, c'est ce que je maîtrise le mieux. Dans d'autres religions, il y a d'autres formes d'exorcisme, mais chez les religieux catholiques, je maîtrise à peu près. Chez les orthodoxes, non, chez les protestants non plus, mais chez les catholiques, oui. Et les catholiques sont formatés pour lutter contre les suppôts de Satan, c'est-à-dire les créatures ou ce que Satan crée. Non, c'est très bizarre quand tu dis les suppôts de Satan. Oui, ça fait très bizarre. C'est surtout sur ça qui me fait rire. Ça fait un peu vaseline, c'est oui. Vrai. Mais je veux dire par là que c'est pas le souci. Le souci, je pense, il est plus complexe que ça. C'est quoi la possession? Déjà, peut-être parler de ça. Dans la possession, il y a plein de choses, c'est assez particulier. C'est un peu, la dernière fois, on parlait des médiums et du contact des feux. D'accord. Alors, j'ai failli faire une blague avec des, plus loin feu. Contact des feux, je ne sais pas ce que c'est les feux, mais ça, on ne sait jamais. Je veux dire par là qu'on ne sait pas. On sait qu'à certains moments, les défunts veulent entrer en contact avec quelqu'un ou avec quelque chose, ils veulent absolument s'exprimer. Alors ça va être, ils vont pourrir la vie d'un enfant, ça j'ai connu. D'autres autour de moi commencent à connaître aussi, et ça m'énerve un petit peu. Ça peut venir pourrir la vie de quelqu'un, hein, je veux dire, ça va lui faire passer plein de messages à travers des formats, ça va être la télé, ça va être la radio, ça va être... Là, je veux dire, ils peuvent s'énerver sur quelqu'un parce qu'ils sont persuadés qu'il peut les entendre. Mais de tout petit, on m'a toujours dit qu'à certains moments, certaines personnes peuvent être habitées par ces défunts-là. Il y a deux catégories. Ceux qui le demandent, on a des furieux dans l'univers du bien-être et de la médiumnité, tout ça, qui veulent tellement participer à ça, qui vont presque exiger que quelque chose les pénètre. Je sais pas, fais-toi une amie ou fais-toi un ami, j'en sais rien. Voilà. Prends quelqu'un de vivant, ça t'évitera des gros problèmes. Mais quelque part, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils appellent vraiment quelque chose à les posséder. Voilà. Il n'y a pas besoin de fouet, il n'y a pas besoin de trucs, mais j'avoue que j'ai malheureusement, là je vais parler d'un épisode un petit peu, j'étais jeune marié, ou je sais pas, non, j'étais pas encore marié, je crois, je sais plus. Enfin, en tout cas, j'ai eu un épisode où après le décès de mon grand-père, j'étais tellement humilié par ça qu'il y a eu un événement. Je me suis retrouvé apparemment habité par quelqu'un qui parlait plus français sur une table où il y avait que des gens qui me connaissaient, qui d'un seul coup, lorsque j'étais en train de manger, on mangeait tranquillement, et puis d'un seul coup, j'étais en train de raconter quelque chose. Puis je reprends ma discussion, et puis là, je vois que tout le monde est tétanisé autour de moi. Ça n'a pas duré longtemps, apparemment. Et j'ai pas compris ce qui s'était passé, mais apparemment, pendant quelques instants, c'était pas vraiment moi qui parlais pour moi. Et ça m'est arrivé qu'une fois, hein. Je t'avoue que depuis... Ça ne nous est pas tout ça arrivé? Peut-être, mais pour ça, il faut deux événements. Il faut un défunt autour de toi, pas forcément quelqu'un que tu connais, hein, mais un défunt qui traîne autour de toi, qui a vraiment envie de communiquer ou de dire quelque chose, il n'en peut plus, et quelqu'un qui est assez fragile pour laisser passer quelque chose. Soit parce qu'il l'a souhaité, soit parce qu'il est dans un état de fragilité qui permet à ce machin-là de passer.
à une époque, quand j'étais jeune, je lisais des livres sur ce qu'on appelait la, 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 la possession prison. C'est-à-dire que, d'ailleurs, des films ont repris un peu cette idée-là. C'est-à-dire que des gens sont suffisamment faibles pour qu'un esprit puisse prendre leur place et vivre à leur place à l'intérieur d'eux. Les possessions, bonnes ou mauvaises? J'en sais rien. Parce qu'on nous parle toujours de possessions négatives. C'est celle qui marque le plus. C'est-à-dire qu'on a tous l'image en tête des films. Les Américains. Le problème des Américains, c'est que non seulement ils ont pollué l'histoire, ils ont pollué la vérité, ils ont pollué le monde, ils ont pollué tout ce qu'on vit et tout ce qu'on ressent à travers des films que les gens pensent s'inspirer de réalité. Mais c'est compliqué, quel que soit le domaine. Je veux dire, quand on te raconte que les Américains ont libéré l'Europe, ils ont libéré juste la France, l'Angleterre, enfin, ils ont protégé l'Angleterre, ils ont sauvé la France et un petit peu la Belgique et les Pays-Bas. Le reste, c'est les Russes qui les ont libérés. D'ailleurs, ils sont restés sous le joug des Russes pendant longtemps. Mais voilà, c'est un peu ça. Ça, tu le mets dans le monde de l'ésotérisme, tu as la même chose. Tout ce qu'on croit connaître aujourd'hui, c'est les Américains qui se le sont accaparés, alors que leur histoire liée à l'ésotérisme, elle n'a même pas 2 siècles, et elle est passée par le prisme du protestantisme, c'est-à-dire des gens qui sont hyper religieux, et dès que tu penses autre chose que la religion, presque on te brûlerait. D'accord. Donc forcément que ça donne une perversion un peu de toutes les réalités à travers leur cinéma, leur spectacle et leurs récits. Après, ils font des choses sérieuses, je veux dire, ça ne les empêche pas d'avoir des trucs bien faits. Tu as des gens comme les épées Warren, des choses comme ça, qui ont fait des enquêtes sérieuses quand même. Pas non plus tout envoyer au calendrier grec. Le problème, c'est que chez nous, en France, quand il y a un problème comme ça, c'est de suite beaucoup plus étudié. C'est-à-dire, c'est un peu comme à Lourdes. C'est qu'en France ou c'est dans l'Europe en général? Je peux parler de ce que je connais. D'accord. Dans les autres pays européens, je ne sais pas du tout. Mais tu prends un exemple précis, tu prends Lourdes. Avant qu'on te dise c'est un miracle, il se passe en général entre 15 et 25 ans. Ouais. Donc, c'est que tu as des médecins, tu as des psys. Tout le monde va essayer d'étudier, tout le monde va essayer de démonter quelque chose. On va dire que c'est un miracle à la fin parce que personne n'est arrivé à donner la bonne solution et que du coup, il y a un doute. Et le doute profite à Dieu. Voilà. Okay. C'est pas mal. C'est un peu comme dans la vie, quoi. Et après aussi... Non, mais pour conclure quand même à ta question de base, c'était de savoir si les esprits sont bons ou mauvais. Je pense c'est un peu comme dans les humains. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Souvent, ils n'ont pas des intentions mauvaises, mais elles peuvent le devenir parce qu'ils sont énervés. Ouais. Je veux dire, quelqu'un qui vient de mourir, que, je sais pas moi, il avait quelque chose à dire à son enfant, il n'y est pas arrivé, et que c'était quelque chose de très important pour lui ou pour elle, il peut pourrir la vie de 10 voyants, de sa propre famille, je veux dire, juste parce qu'il a élevé une information à passer, et qu'à la fin, presque l'information n'est plus l'essentiel, c'est juste qu'il a envie de passer quelque chose, il ne sait pas quoi, mais il y va. C'est un peu ça. Donc, difficile de savoir si un esprit est bon ou mauvais. Je pars du principe qu'au départ, ils sont tous bons, et qu'à partir du moment où les choses se passent bien, il ne peut pas y avoir d'énervement. Après, l'histoire, on va rentrer dans une histoire différente avec l'angélisme, les bons anges et les mauvais anges. Apparemment, l'humanité n'existait pas au début. Ils étaient entre eux. Ils n'ont pas aimé que l'humanité soit créée. Ils se sont battus entre eux à cause de ça, du moins si on prend l'histoire telle qu'elle a été racontée. Ce qui est possible, je veux dire, dans un pays hyper raciste, voir arriver des étrangers, ça leur donne juste envie de les tuer. Voilà, t'as des gens qui vont dire ouais, c'est génial, on a des étrangers, ça va être génial, et puis d'autres qui vont dire on va les tuer. Je veux dire, quand tu lis l'histoire des anges, t'as l'impression que c'est du racisme qui remonte à 10 000 ans, ou 20 000 ans, ou 100 000 ans, je sais pas quand ils le font dater. Mais l'histoire, elle est là, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on est toujours. Moi, j'appelle pas ça du racisme, j'appelle ça de la xénophobie. C'est-à-dire que la peur de l'étranger. La peur de l'étranger te rend méchant avec l'étranger. Je pense qu'avec les fantômes et avec tout ça, c'est pareil. On ne connaît pas, on ne sait pas, donc forcément, on en a peur. Donc forcément, on est agressif, donc forcément, on les imagine avec un côté dangereux. C'est compliqué. Et l'humain a toujours besoin de se rassurer, soit en disant que les anges sont géniaux, soit en se disant que les démons sont les pires. Mais à aucun moment, on imagine qu'un ange génial puisse devenir méchant parce qu'il est énervé. Pourtant, dans la vie, n'importe qui sait qu'un coup de colère peut faire que le plus gentil mette des coups à des personnes à qui on ne s'attendrait pas. Tout à fait. Donc, c'est compliqué. Alors, dire que les esprits sont mauvais, la possession est mauvaise, je n'en sais rien. Je sais que certains esprits ne font de la possession que pour essayer de passer un message. Après, ce qu'on appelle les possessions démoniaques, c'est autre chose. Il y a vraiment un fond de méchanceté. Mais souvent, quand les prêtres ont fait des enquêtes dans ces situations-là, on s'est rendu compte que la famille, souvent, c'est des familles avec beaucoup d'interdits, avec beaucoup de non-dits, avec beaucoup de choses qu'il faut ne pas vivre, ne pas exprimer, ce qui rend les gens très stressés, très effrayés de la vie. Alors, c'est compliqué, après, de donner un avis sur tout ça.
souvent les prêtres ont du mal à gérer les situations parce que ils font l'exorcisme de la personne qui se dit possédée, mais ils sont aussi obligés de faire de la psychologie avec toute la famille autour. Parce qu'en général, ce sont les travers des uns qui créent la possession des autres. Alors c'est difficile. Et chaque cas est unique. Et toi, pour toi, avec ta vision personnelle, c'est quoi une possession? Ben, j'en sais rien, justement. Parce que, déjà, on peut être... Enfin, je sais pas. J'ai aucune idée. Vraiment des vraies possessions comme ils t'en décrivent dans les livres, comme tu te vois dans les trucs américains. Là. Enfin, oui, souvent, c'est des Américains. Quand on voit dans les films des choses comme ça, j'ai pas été confrontée. Quand les gens, ils appellent, ils te disent « Je suis possédée », eh ben non, mon gars, t'es pas possédé, c'est juste la vie, quoi. Enfin, c'est... Non, enfin, des vraies possessions comme on en voit là dans les reportages ou... Et après, on avait une discussion aussi tous les deux, que tu disais que ça dépendait du lieu de vie. Parce que quand on avait regardé... ou on avait lu quelque chose, on avait lu qu'au Mexique, il y en avait plus que... Sur les pays latinos, il y en avait plus que chez nous. Et tu m'avais fait la réflexion comme quoi ça dépendait aussi du niveau de croyance d'un dieu, pas en soi, là. C'est vraiment la croyance... La religion. La religion. J'ai pas voulu dire le mot. J'arrivais pas à le dire. Mais voilà. Et c'est vrai qu'en France, on n'en croise pas... En fait, souvent... En fait. C'est pour ça que je me suis repris en disant souvent. Souvent, on se rend compte en réalité que dans les problématiques de possession, il y a deux facteurs qui sont quand même présents. C'est la religiosité familiale, qui est importante, le niveau culturel. On a rarement des médecins possédés. On peut avoir des événements tordus, chelous qui se passent chez les médecins. Hein, je veux dire, c'est pas. Mais du moins dans tout ce que j'ai pu lire, et Dieu sait que j'en ai lu de ces bouquins-là, parce que c'était un moment de ma vie où ça me passionnait. 80% des possessions se passent dans des petits villages. Alors, ça peut être dans les grands faubourgs des grandes villes, hein, des petits villages à 10 km d'une grande ville ou des choses comme ça, ou ça se passe dans la campagne, ou ça va se passer un petit peu dans des grandes villes, mais alors là on est dans des métropoles dites pauvres, c'est-à-dire continent sud-africain, africain, continent sud-américain, très peu en Asie, parce que là c'est autre chose. Chez eux, la culture de la possession existe, hein, comme partout ailleurs, mais c'est pas vécu de la même manière. Là, on n'est plus du tout dans la même... je conseille à chacun d'aller lire un petit peu les livres sur ça, sur ces mythologies un petit peu asiatiques, et les gens peuvent être surpris parce que c'est pas du tout la même approche que chez nous. Chez nous, c'est forcément le diable, mais ça, c'est le côté judéo-chrétien qui apporte ça. Et donc, ouais, effectivement, pour reprendre ton idée sur malheureusement ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus de cas recensés aujourd'hui dans les pays sud-américains qui sont encore très latinos, hein, Brésil, Mexique, Argentine, mais c'est des pays qui sont très marqués. Même un des pays les plus marqués d'Amérique du Sud, c'est quand même le Brésil, entre les spirites, qui est une religion, hein, je veux dire, en Amérique du Sud, entre donc le contact avec les défunts est normal, et on devient possédé parce qu'on n'est pas assez fort chez eux. C'est particulier, tout le monde peut être possédé, hein, c'est assez particulier. Il y a même des séances de certains médiums. J'avais vu ça il y a une vingtaine d'années, une émission reprise en portugais au Portugal, c'était censé être entre l'humour et la peur. Mais c'était ça. C'était des gens qui voulaient absolument être possédés parce que comme ça, ils obtiendraient une réponse sur l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils pensaient que quand l'esprit rentrait en eux, eux pourraient posséder l'esprit. Enfin, ça a été comico-triste, mais c'était quand même effrayant, parce qu'il s'est quand même passé des choses, et je pense qu'à mon avis, cette émission-là, bon, elle a dû faire les choux gras et les rires de beaucoup de pays qui se permettent de jouer avec ça. Nous, en France, ça y est, c'est fini. Moi, je pense que les dernières émissions un petit peu sur ce sujet-là, c'était les années 75-80, avec le socialisme et le progrès, on les a fait disparaître. Il n'y a plus une seule émission de télé qui va réellement gratter ces choses-là de temps en temps sur RMC. Oh ouais, sur RMC Découverte, t'as les Américains, là. Tu as les émissions américaines sur ce sujet-là qui sont traitées à l'américaine, c'est-à-dire à l'entertainment, de la découverte. Ils essayent de te faire peur, surtout, quoi. On essaie de te faire peur en te faisant intervenir des journalistes français qui n'ont rien à voir avec ce domaine-là, comme si c'était des spécialistes. Ah non, moi je te parle pas de cela. Ah oui, je te parle du groupe, là, qui met des vidéos et cela, c'est encore autre chose. Cela,
souvent, quand ils te mettent les trucs sur les événements un peu bizarroïdes, ceux-là, ils sont rigolos, ils te font parler des journalistes français qui n'ont aucun rapport avec le fromage, qui ne comprennent rien à tout ça et qui n'ont jamais été... C'est les mêmes qui font pour les ovnis. Donc, oui, qui sont partout pour tous les sujets. D'ailleurs, ils servent à tout. Tout ce qui n'est pas normal, ils servent à tout. À mon avis, ils doivent avoir une carte de spécialiste à n'importe quoi, ce qui doit être génial. Bon, pardon, pareil qu'il ne faut pas le dire. Petite déviance là. Je me suis fait rire tout seul avec l'histoire du complotisme. C'est quoi le complotisme? C'est quand tu es un peu voyant, tu sais que le mari de ta voisine, il a plein de maîtresses, mais comme il ne le dit pas et comme personne ne l'a pris sur le fait, ça s'appelle du complotisme. D'accord. Et oui, tu complotes puisque tu dis qu'il a des maîtresses alors que personne ne le sait. Voilà, c'est tout. Okay. Voilà ce qu'est le complotisme. Du moins ma vision personnelle. Après, chacun en fera ce qu'il veut. Toujours pour revenir sur ces histoires de possession, de fantômes, de choses comme ça, c'est complexe parce que j'ai l'impression qu'on mélange plein de sujets. Les fantômes, au départ, ne sont pas des... Ils peuvent posséder quelqu'un quelques secondes pour passer une information, faire parler à leur place. Alors, quelque part, c'est comme si, au lieu de prendre un micro pour parler dans un haut-parleur, tu prenais un humain pour parler dans sa bouche. Cet esprit-là. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les mauvaises possessions. C'est ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire le diable ou des diablotins qui possèdent quelqu'un pour lui faire du mal. Le problème, quand tu regardes réellement, tu te demandes ça sert à quoi. Parce que moi, dans la nature, je sais qu'il y a quand même une chose. Je veux dire, nous, les humains, on est les spécialistes de l'inutile. Mais dans la nature, tout ce qui se passe a une raison. Donc, s'il y a une possession qui est censée être désastreuse, il y a une raison derrière. Soit c'est pour détruire la personne possédée, soit c'est pour détruire sa famille, soit c'est parce que le démon il se fait vraiment chier et qu'il a décidé de se faire une soirée, au lieu de se faire une soirée boîte ou une soirée pub, il est allé, je vais me faire une soirée possession. C'est le prochain que je croise, je lui pose la question. Alors, t'es là pourquoi? Ben, t'es pas venu à la soirée. C'est un peu ça. Ouais, mais il faut le prendre pour ce que c'est difficile. Dire, nous, en tant qu'humains, on a tendance à synthétiser nos peurs. On a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et la possession, je pense que c'est l'ultime de cette peur. C'est vraiment le fait d'être mal dans sa peau, d'avoir plein de galères, de trucs. C'est imaginer soit qu'on nous a jeté un sort, soit qu'on est possédé. Je veux dire, c'est l'humain, il a toujours la culpabilité, c'est terrible, parce qu'on cherche toujours un bouc émissaire à notre culpabilité. Si on se sent coupable de quelque chose, c'est qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Mais on a tellement de mal à le digérer que pour se protéger de la douleur, on cherche un coupable. On parlera de jeter un sort à un moment. On en refera une émission, ça. Ça, c'est autre chose. Mais je parle du bouc émissaire en général. Oui. Tout à l'heure, on parlait de xénophobie, racisme. C'est un peu le même système. C'est que comme on a peur de quelque chose, ben, notre peur, forcément, elle est vraie. Donc, si elle est vraie, c'est que l'autre a quelque chose à se reprocher. Ben, c'est pareil dans les possessions. C'est qu'on en a tellement peur que forcément, l'autre a quelque chose à se reprocher, donc c'est un démon. Ça ne peut pas être quelqu'un de gentil. Après, j'avoue que si je voyais un de mes enfants flotter à 2 mètres du sol, me parler avec une voix qui n'est pas la sienne, et je pense que moi aussi, j'aurais peut-être des réactions atypiques et des pensées atypiques. Mais ça ne m'est pas encore arrivé, heureusement. J'ai vu des fantômes, j'ai entendu des fantômes, et je veux dire, dans leur discours, il n'y en a aucun qui m'a dit « je vais t'appeler Satan ». Ils m'ont tous dit, voilà. Non, ça, c'était quelqu'un d'autre qui t'appelait Satan. mais je veux dire, non, mais je vais l'appeler au téléphone ou je vais lui dire de venir, tu vois ce que je veux dire. Mais tous m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, il faut changer quelque chose, il faut que tu transmettes un message à mes enfants, il faut que tu dises ça aux autres, il faut que tu comprennes un petit peu à quoi tu sers. Voilà, tu as tous ces messages-là qui peuvent venir. Que ça vienne de mort ou de vivant, hein, c'est les mêmes esprits, ils sont aussi fatigants les uns que les autres des fois. Mais je veux dire, pour moi qui suis médium, comme pour la plupart des médiums, les deux sont fatigants. Tu as des gens que tu as envie de voir et des gens que tu n'as pas envie de voir, hein, vivant ou mort, c'est pareil. Donc quand ces gens-là cherchent à te donner des explications, des trucs comme ça, à des moments ils te fatiguent. Donc tu peux appeler ça une forme de possession, ils possèdent ton temps, ils t'envahissent. Alors, mais bon, la possession telle qu'on la conçoit, c'est vraiment quelqu'un qui rentre en toi, qui te pique un peu l'utilité de ton corps pendant quelques secondes. Quand j'étais petit, il n'y a pas très longtemps, vu ma taille, on dira que j'ai lu quelques livres sur ce domaine-là, surtout avec les gens qui essayaient de critiquer le voyage hors du corps. C'était la période 80-85, tout le monde était fan de ces méditations particulières où tu pouvais sortir de ton corps, aller dans les terres, te promener. C'était bien avant les âmes jumelles, les flammes jumelles, tout ça, ça n'existait pas. Hein. Mais chaque période a eu ses trucs. Et donc les années 80, c'était le voyage hors du corps, c'était la recherche de ton âme, c'est quelque chose de particulier. C'était quand même un peu plus spirituel qu'aujourd'hui. Hein. Les flammes jumelles, écoute, tu allumes le chalumeau et tu as 2 flammes, et si tu veux. Mais voilà, le problème il est là, c'est qu'aujourd'hui, on cherche des choses. À l'époque, on ne cherchait pas, on disait ça existe, voilà.
Le voyage hors du corps, ça existe. Voilà comment on fait. Donc, on te donnait des méthodologies, des choses comme ça. Et très vite, tu as des gens qui, pour faire peur à ceux qui essayaient de faire ça et pour être sûr que les gens viendraient les payer pour les aider à maîtriser ce voyage hors du corps, disaient, mais si vous le faites mal, pendant que vous êtes hors de votre corps, un esprit peut y rentrer et vous piquer votre corps. Ah, les Américains, ça les a fait kiffer. Hein. Ils ont sorti plein de films dans les années 90 sur ce principe-là parce qu'ils ont lu les mêmes livres traduits chez eux, et du coup, ils ont découvert que les esprits pouvaient rentrer dans le corps de quelqu'un qui faisait un voyage hors du corps. Donc, alors ils ont imaginé ça avec le voyage dans le temps, ton esprit s'en va, mais pas ton corps, quelqu'un y rentre. Et voilà, tu rentres dans des choses. Avant d'aller chercher au-delà, déjà chercher en soi. Je pense que le meilleur voyage qu'on peut faire, c'est en soi. Et si on a peur d'être possédé, bon, ben, c'est comme les vélos, tu mets un cadenas, tu t'attaches et tu restes accroché les pieds au sol. T'arrêtes de te percher inutilement et tu arriveras moins de problèmes de percher. Parce qu'en général, les gens possédés, 9 fois sur 10, sont un peu perchés. Soit parce qu'ils cherchent à obtenir, soit parce que la famille leur pourrit la vie. Et que le fait d'être perché, pour eux, c'est d'éviter d'être dans une réalité dure. La plupart des possédés des années, on va dire 1900-1950, c'était des enfants adolescents entre 12 et 17 ans, c'est-à-dire la période où les parents, soit ils les mettent au travail, soit ils veulent les marier, ou ils veulent les exploiter ou les faire souffrir ou les dominer, alors que l'adolescent il rêve d'un peu d'indépendance. Et souvent, les possessions viennent de ce moment-là. À côté de ça, des études des années 50 ont montré que les adolescents avaient des petits pouvoirs psychiques qui pouvaient faire qu'ils déplacent des objets, des choses comme ça, en fonction de l'état d'esprit dans lequel ils étaient, où on les mettait. Ben, quand tu mixes les deux, ça te donne les possessions des années 80. Il y a quelqu'un qui croit qu'il est possédé, et en même temps, des choses se déplacent dans la maison, en général. Mais ça, c'est mon point de vue. Après, chacun y verra ce qu'il veut. Ce n'est que personnel. Tout ce que je dis est libre de droit et vous avez le droit de le répéter ou pas, ou d'en avoir rien à faire. Mais j'avoue que quelque part, j'ai vécu des choses dans mon enfance et mon adolescence qui m'ont fait beaucoup réfléchir à tout ça. Bon, je m'en suis fait très mal à la tête à un moment donné. Je suis sûr que j'ai été possédé par quelque chose. La connerie, certainement, je pense. Hein, c'est la pire. C'est des choses qui peuvent nous posséder. Toujours est-il que, voilà, c'est important. Mais là, tu as eu l'avis de quelqu'un qui a vécu des choses un peu à la co. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis à toi qui est un peu. Tu te dis crédule, ce qui n'est pas forcément le cas. En général, je pense que tu te sers de ta crédulité pour éviter de dire des choses désagréables. Mais je voudrais que tu me dises, toi, pour toi, ce qu'est un possédé. Avant de me dire par quoi il pourrait l'être, c'est pas important par quoi. Mais pour toi, c'est quoi la définition? Du moins à travers ce que tu as pu lire, en lire ou en voir. Pour toi, un possédé, c'est quoi à travers ce que tu as vu? Alors moi, un possédé, c'est quelqu'un qui fuit la réalité. C'est comme tu disais, quelqu'un qui veut pas voir réellement ce qu'il a en lui ou ce qu'il a à régler en lui et qui du coup laisse envahir son mental par autre chose. Après, je pense qu'on a tous multiples personnalités. Maintenant, est-ce que c'est pas une de nos personnalités qui nous joue un tour? Point d'interrogation. Après, je me suis toujours posé des questions, tu sais très bien, par rapport aux époux Warren. Parce que moi, c'est ceux qui m'inspirent le plus et ceux qui me font le plus rêver. Et quand même, quand tu lis et quand tu vois un peu, même si les films ils sont beaucoup romancés, ils sont beaucoup, mais quand tu lis leurs écrits en américain, enfin voilà, c'est quand même ils laissent une part de mystère par rapport à ce qui se passe dans les lieux ou dans les. Ben justement, les époux Warren ont quand même un avantage par rapport à tout ça, c'est que eux, quand ils te parlent de possession, ils commencent par parler d'un lieu, c'est-à-dire que la personne n'est pas possédée pour être possédée. En général, c'est qu'elle est presque au mauvais endroit, au mauvais moment, et avec une personnalité trop fragile. Ouais. C'est leurs enquêtes, du moins telles qu'ils les décrivent, telles qu'ils les auraient vécues et telles qu'ils les ont rédigées et expliquées, souvent sont liées à ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est d'abord un lieu où il se passe quelque chose, où une énergie est concentrée, et cette énergie, pour pouvoir pénétrer dans notre monde, a besoin de faire la même chose que notre âme, s'incarner. Et donc, effectivement, elle essaie de profiter de quelqu'un qui est fragile, qui n'est pas totalement dans son corps, pour essayer de s'y glisser et maîtriser l'individu. Et apparemment, honnêtement, au vu de tout ce que j'ai pu voir aussi, ça marche un peu, ça a marché sur moi au moins une fois. Donc je sais que ce truc-là, ça peut marcher. Quand c'est fait par un esprit gentil de quelqu'un qui veut communiquer, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est dangereux, mais il n'y a pas de problème en soi. Maintenant, quand c'est quelque chose d'autre, et là, le problème, c'est le autre qui me pose un souci, parce que les époux Warren étaient très croyants. Donc, lui avait été formé par des prêtres. Lui, c'était un exorciste protestant.
pas catholique. Même s'il avait de très bons rapports avec les prêtres catholiques et qu'il pratiquait la religion catholique, et que c'est au travers de ça qu'il pratiquait aussi ses exorcismes. Sa femme, elle était catholique et protestante en même temps. C'est les standards américains, il faut toujours rire avec ça. Mais en même temps, elle était voyante. Elle n'était pas du tout dans cet esprit-là. Elle ressentait des choses, elle communiquait avec les défunts. Et souvent, quand ils se sont retrouvés face à des cas de possession ou de destruction, ce que les Américains appellent poltergeist. Chez nous, le terme exact, ça serait esprit frappeur. Mais esprit frappeur, oui, ça traduit bien le poltergeist, mais c'est pas ça. Un poltergeist, c'est un esprit destructeur. Il n'est pas là, il n'est pas là. En fait, un esprit normal est là pour essayer de communiquer quelque chose. Un esprit frappeur, il n'est fait que de colère et de violence. Le problème, c'est de différencier, du moins pour un catholique, et malheureusement j'ai été éduqué un petit peu dans cet univers-là, donc ça m'empêche aussi des fois d'avoir d'autres visions des choses, mais c'est difficile de distinguer l'esprit frappeur et ce qui s'appellerait des démons, parce que c'est des choses qui rentrent chez toi, qui cassent tout et qui repartent. Et c'est un peu que la différence entre un dératisateur omnubilé par un rat qui est persuadé qu'il est chez toi, il te fracasse tout pour le trouver, et des violents qui rentrent et qui fracassent tout juste pour le plaisir de fracasser. Les deux, tu auras le même résultat, mais les deux ne sont pas là pour la même raison. Et c'est un peu ça, malheureusement, je pense, le choc au niveau des possessions, c'est de savoir si c'est quelque chose qui le fait malencontreusement, ou si c'est quelque chose qui le fait vraiment très volontairement. Je ne sais pas. Là, on pourrait rentrer, j'espère un jour, hein, avec tous les médiums que je côtoie et qu'on côtoie et tout ça, organiser un grand débat dans lequel on essaierait de se mettre un petit peu en état second et de communication pour essayer d'obtenir des réponses, pour savoir si réellement les démons, ça existe. Si les anges existent, parce que malheureusement, on les tient pour acquis, mais je veux dire, il y a, enfin, du moins dans la vision qu'on en a, moi j'ai vu personne marcher avec des ailes dans la rue, hein. Dans les prénoms, dans les noms, il y a 2 fois 2 ailes, mais sur le dos des personnes, j'en ai pas vu. Donc c'est compliqué de me dire, les anges existent, les démons existent, que sont les esprits, est-ce que c'est réellement les morts? Mais si les morts se réincarnent, pourquoi on continue à communiquer avec des morts? Dire, tu peux t'en poser des questions, ouais. Je veux dire, c'est assez particulier. Sauf qu'un jour, on m'a dit, ouais, mais regarde, tous les animaux qu'il y avait sur Terre avant et qui n'y sont plus, ils ont peut-être été dégoûtés d'être des animaux, ils ont décidé de se réincarner aussi, en humains. Et c'est pour ça que la plupart des humains sont des animaux. Je suis méchant là pour les animaux, ouais. Pas pour les humains. Mais je veux dire par là que oui, c'est un peu ça la problématique aujourd'hui, c'est de savoir la possession, ça a l'air d'exister à travers certains événements, à travers certaines choses. Je veux dire, on a des traces, hein, on a même des vidéos d'exorcisme réel. Ça existe, c'est fait par des prêtres, parce qu'à certains moments, à force de s'entendre dire que c'est faux, l'Église a quand même voulu justifier aussi. Oui, ils y ont mis les moyens. Oui. Ils y ont mis les moyens pour montrer qu'ils ne faisaient pas ça, dire le Vatican. Après la formation des prêtres exorcistes, parce que moi, en formation d'hypnose, j'avais un prêtre exorciste avec moi et un vrai. C'est pas de la gnognotte, hein. Ils y vont, enfin, ils ont vraiment, c'est vraiment des études particulières. C'est vraiment. Disons que c'est des prêtres reconnus, c'est-à-dire qu'au départ, on part sur l'idée que ce sont des prêtres qui ont déjà, qui maîtrisent la prêtrise religieuse depuis pas mal de temps, au moins 10 ans. Voilà. Mais bizarrement, on essaie d'en récupérer à qui il est arrivé quelque chose, parce qu'à partir du moment où ça leur est arrivé, ils ont moins de problèmes à y croire. Et d'un autre côté, ils aiment bien former des prêtres qui doutent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un prêtre qui est hyper... Quand il va voir la défaillance de l'humanité, il se met à douter de Dieu. Le nombre de prêtres que j'ai croisés qui étaient dans ces périodes-là un petit peu métaphysiques, où à force de voir de la misère, de la souffrance, ils se sont dit, mais Dieu, il sert à quoi? S'il est omnipotent, s'il sait tout faire, pourquoi? L'Église a besoin de justifier ce pour toi. Sinon, Dieu, c'est une créature comme les autres. Hein, il y a des choses contre lesquelles il ne peut pas lutter. Donc, c'est qu'il n'est pas omnipotent, donc c'est qu'il n'est pas aussi puissant qu'il a l'air de le dire. Mais ça voudrait dire qu'en fait, on croit en quelque chose qui n'existe pas. Pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il n'est pas tout ce qu'il pense, tout ce qu'on semble lui coller. Donc, à partir de là, il faut créer une sorte d'ennemi latent dans l'ombre qui crée des fragilités. Et cet ennemi latent, on l'appelle le diable. Après, dans certaines religions, le diable et Dieu, c'est le même. Hein. C'est juste en fonction des moments de la journée. Voilà, c'est selon les religions, j'ai pas dit. Mais toujours est-il que chez les religieux catholiques, ouais, forcément, on les formate, on les forme, on les prépare, parce que c'est des combats de longue haleine. Hein. J'ai eu le plaisir d'assister à une vidéo où un prêtre, c'était à Buenos Aires, en Argentine, on en revient toujours au même endroit, et
c'était violent. Le gars avait été formé au Vatican quand même. Hein. Je veux dire, il avait passé 3 ans, puisque c'est des formations, ils y vont 6 mois, ils repartent, ensuite on vient les former chez eux. On essaie d'adapter aussi parce que, apparemment, partout dans le monde, c'est pas les mêmes méthodologies pour bien lutter. Mais bon, ils sont bien formés, souvent bien encadrés. Ils sont encadrés par d'autres de vieux prêtres exorcistes, souvent désabusés et malheureux de leur vie, mais c'est comme ça. Mais toujours est-il que la dureté de leur formation est à la hauteur de la dureté de ce qu'ils peuvent parfois. Alors, parfois, oui. parce qu'il y a des prêtres exorcistes qui, dans leur vie, vont ne rien croiser du tout, à part des gens qui sont plutôt à problème psychiatrique. C'est pas méchant de dire ça. Je veux dire, tout le monde peut souffrir dans sa vie, un divorce, une perte d'enfant, des choses comme ça crée des traumatismes durs. Donc forcément que parfois, même les psys ne sont pas à la hauteur pour aider ces gens-là. Et ils se créent leur propre mythologie, ça les fait partir en sucette. Donc les prêtres exorcistes sont aussi formés pour ça. C'est-à-dire qu'en plus de les former pour pouvoir se battre contre des choses qui sont censées nous dépasser, on les forme beaucoup à comprendre les gens et à comprendre pourquoi ils en sont là. Parce que déjà, ça aide aussi à lutter contre ce qui pourrait être en eux si réellement il y avait quelque chose, mais surtout pour déjà définir la partie ésotérique de la partie pensée. Et c'est comme dans notre univers, on a tendance à vouloir soigner des gens pour des choses qu'ils n'ont pas forcément. Quelqu'un qui a mal au pied, tu ne vas pas le soigner pour une douleur avec sa grand-mère. Il a mal au pied. Voilà, il s'est fait marcher dessus par un cheval, par une voiture, par un tracteur, par un camion, tout ce que tu veux, il aura mal au pied. Il ne faut pas aller voir chercher si dans ses vies antérieures le pied a quelque chose de particulier. Non, il s'est fait mal au pied, point. Voilà, c'est tout. C'est pas... Ça, c'est un truc qui m'exaspère. D'ailleurs. Ça, on en reparlera. Non, mais c'est un truc, ça j'en parle. Oui, non, mais on en reparlera, c'est pas le sujet. Avec un prêtre exorciste, c'était un sujet sur lequel on s'était pas affronté. Au contraire, pour une fois, quelqu'un m'avait donné raison, ça m'avait surpris. C'est pour ça que ça me revient. Et parce qu'on discutait sur le fait que souvent les gens avaient tendance à trouver des raisons à tout leur malheur. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit, souvent on cherche des coupables à notre culpabilité. Parce qu'on ne veut pas être coupable. Mais c'est humain, je veux dire, on a fait quelque chose de mal, sur le moment on se dit merde, je ne voulais pas le faire. Mais quelque chose ne nous a pas obligés, mais on s'est senti presque obligé de le faire. C'est ces moments un petit peu où on se perd dans nos propres vies, c'est dans nos propres trucs. C'est pas méchant, hein, c'est juste on va donner un coup de coude, on va casser quelque chose. Il y a la fraction de seconde où on va dire oups, tu aurais une balayette, j'ai cassé ça. Et la fraction de seconde, c'est oh, le vent a fait tomber ton truc. Voilà, c'est tout dépend ce qu'on fait tomber, hein, si l'objet a plus ou moins de valeur. Tout dépend la personne chez qui on est, tout dépend de notre état d'esprit du moment. Mais qu'on le veuille ou non, on se sent coupable quand même de ce qui vient de se passer. Mais notre cerveau a souvent tendance à essayer de créer une sorte de faux coupable. En fait, ce n'est pas totalement nous. On l'a fait, mais on nous y a poussé. Et là, je pense qu'une grosse partie de beaucoup de possessions, elle est juste là. On m'y a poussé. Moi, c'est ce que je pense aussi, hein, mais bon... Ça permet à la personne de... Doute, hein. Il y a toujours un doute sur l'impression. Ça permet à la personne d'exister des fois par rapport à sa famille ou ses amis, à un entourage social. Ça permet d'exister par rapport à un entourage religieux. Et ça permet à la personne d'exister par rapport à elle-même. Mais bon, ça c'est qu'un point de vue aussi, pareil. On part loin quand même, on part de qu'est-ce qu'une possession et on en arrive à régler le problème des imbéciles. Mais non, mais quand non, mais je le dis avec beaucoup d'amour. Mais oui. Je trouve que tous, on a besoin d'exister aux yeux des autres. Alors tous, on va se donner de l'importance d'une manière ou d'une autre, ou essayer de trouver un moyen d'importance. Et effectivement, malheureusement, dans certains univers, ce truc-là peut faire partie du panel de problématiques que peuvent rencontrer des gens avec des difficultés de possession. C'est-à-dire savoir est-ce que c'est réellement une possession ou est-ce que c'est un moyen d'exister ou de faire du mal à son entourage aussi, hein, parce qu'il y a les deux. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, la douleur peut monter en puissance et les effets peuvent monter en puissance. Enfin, j'espère qu'on a répondu à cette question-là, du moins. Il y en aura d'autres sur le sujet, mais même pas que. Voilà, c'est sympa. Oui. À la prochaine. À la prochaine.